arrives à visualiser les conséquences sur l'écologie que vous pourriez avoir si on vous laisse un petit peu faire, moyennement faire ou beaucoup faire? Je vais te donner un exemple très concret. Nous, on est au Texas. Au Texas, l'exploitant au Texas, il s'appelle ERCOT. Il faut savoir que le Texas a une particularité, c'est que le Texas, en fait, n'est pas... est un État, bien sûr, des États-Unis, et cet État-là n'est pas connecté aux autres États. Donc, c'est un pays dans le pays. Je ne suis pas trop étonnée, parce que c'est la réputation du Texas. Exactement. Hein, et par contre, la réputation du Texas, pour revenir encore une fois sur les préjugés, si je te dis Texas, tu vas me dire certainement pétrole. Oui. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a encore 10 ans de ça, c'était un modèle uniquement pétrolier. Il y a une particularité au Texas, c'est qu'en fait, on est sur une politique totalement bipartisane. Je m'explique, la capitale est Austin. Austin est très majoritairement démocrate. L'État, par contre, est très majoritairement républicain. Équilibre et donc, total. Équilibre total, le meilleur des deux mondes, qui ont eu l'intelligence de se mettre d'accord, et donc qui sont partis sur un modèle où les revenus pétroliers sont venus financer le modèle de transition énergétique en finançant les énergies renouvelables. Ce serait improbable en France. Ce sera impossible malheureusement en France. Ouais. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, 20% des énergies renouvelables qui sont déployées aux États-Unis le sont au Texas. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le Texas a 2 fois plus d'énergie renouvelable en termes de capacité que la France. Et en plus, ils ont une demande démographique et industrielle qui est considérable. Donc ça va à pleine balle. Pour donner un ordre d'idée, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle le mix énergétique, c'est 52% les énergies carbonées, donc pétrole, charbon et autres, et 48% les énergies décarbonées. Sachant qu'il y a encore 10 ans, on était quasiment, je schématise et j'exagère grandement, mais on était quasiment à 100 pour 0. Et le modèle est en train de basculer de l'autre côté. Donc c'est complètement sidérant. Et pourquoi? Parce que, encore une fois, il y a cette volonté politique d'aller de l'avant. Et c'est là où les acteurs du mining de Bitcoin font beaucoup de sens, parce qu'ils récupèrent l'extra capacité, parce qu'à un moment donné, on se retrouve au Texas avec ce qu'on appelle des prix négatifs. On te paye pour prendre l'électricité. Je vais me dire, mais c'est totalement fou. C'est très simple, en fait. Oui, plutôt que les énergies renouvelables, à un moment donné, elles sont subventionnées aussi. Donc, on se retrouve avec un coût où, en fait, toi, on t'a donné 200 pour produire. D'accord? Si je te dis, écoute, Marie, donne-moi 100 et je te prends ton électricité. Toi, tu ne vas pas le voir comme je perds 100. Tu vas le voir comme je gagne 100. Oui. Donc, toi, tu gagnes 100, mais tu vas me payer 100 pour la prendre. Donc, il y a des moments où on te paye pour récupérer l'énergie. Et après, ça va bien plus loin. C'est qu'il y a eu une grosse crise hivernale en 2021 où il y a eu beaucoup de morts au Texas et il y a eu pour plus de 200 milliards de dollars de dégâts. Parce que l'été, c'est hyper chaud. Très chaud, l'hiver, ça peut être très fort. Il y a des chocs thermiques très importants. Et qu'est-ce qui s'est passé? La seule industrie qui a pu couper, parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Quand tu as une demande énergétique, tu as tout le monde. Tu as les industriels, tu as la population et autres. Donc le réseau, qu'est-ce qu'il doit faire quand il n'est pas interconnecté? C'est-à-dire qu'il vit d'un point de vue en vase clos. Donc quand tu as, de manière très concrète, un appel d'air énergétique en disant il y a un crack, il y a un élément brutal qui arrive, les politiques ont ordre et consigne, fort heureusement, d'avant tout et surtout de sécuriser la population. Donc ça veut dire que toute l'énergie disponible doit aller sur la population. Mais donc ça veut dire pour faire ça, il faut couper des gens. Parce que sinon, c'est un ensemble. Donc tu ne peux pas couper des industries, comme je veux dire l'industrie de l'aluminium ou de l'acier, ou les infrastructures techniques comme les hôpitaux et autres, sinon c'est des ravages. Déjà, parfois, c'est pas possible. Il y a eu un film qui a été fait comme ça, mais c'était sur Internet, mais c'est la même chose. Ah, c'est possible. Ils ont fait une simulation si jamais Internet devait être coupé à un moment donné. Tu vois, au départ, tu te dis ouais, c'est super cool, mais au fait, au final, tu t'aperçois que plus rien ne marche. C'est pour ça que nous, dans le mining du Bitcoin, on a besoin d'Internet et on fonctionne aussi avec des backups avec Starlink, qui sont l'Internet par satellite. Et donc là, on te dit il faut couper. Et c'est là où le mining de Bitcoin est extraordinaire, parce que le mining de Bitcoin, en moins de 15 minutes, tu peux couper. Donc, il y a des programmes, ce qu'on appelle, qui sont mis en place par ERCOT, on appelle les programmes de demande-réponse, c'est-à-dire que ERCOT, qui est le fournisseur d'énergie, te paye. Tu fais pas plus. Te paye, c'est ça qui est complètement déliant, te paye, ça peut aller jusqu'à 250 000 $ par mégawatt. Pour calculer, pour être crack. Pour qu'ils aient l'autorisation que s'ils ont besoin, ils te coupent. D'accord, ok. Donc, c'est-à-dire que tu prends 250 000 $ jusqu'à 250 000 $ par mégawatt pour que ERCOT te dise. C'est moins cher de te payer ça plutôt que de te laisser tourner. Quand il y a de l'autre côté des vies humaines en jeu, où là, la vie humaine n'a pas de prix, et que tu as plus de 250 milliards, c'est tellement gros les chiffres, 250 milliards potentiels de dégâts, en fait, ils préfèrent avoir une batterie de sécurité à te couper
pour qu'ils puissent distribuer l'énergie ailleurs. Donc ça non fait une seulement solution supplémentaire. En plus. exactement, c'est une solution de sécurité qui favorise en fait le système, et c'est le modèle qui permet de financer et d'acheter de l'énergie décarbonée en extra capacité, donc un modèle qui finance la transition énergétique. Minimum dans tout, donc, comme tu dis, les hôpitaux. D'ailleurs, il y a eu un énorme cas qui s'est posé il y a quelques mois au Texas avec ERCOT, c'est que Warren Buffett, avec le fonds Berkshire Hathaway, ce fameux énorme fonds d'investissement, qui voulait mettre des usines, des centrales à gaz au Texas. Oula. Ces centrales à gaz coûtaient 17 milliards de dollars. Ouais. Et en disant, ces centrales à gaz, à un moment donné, pourront couper s'il y a un problème, pourront réguler. Et ERCOT, avec un lobbying monstrueux de Berkshire Hathaway, de fait, c'est Warren Buffett qui est derrière, a dit non, on préfère utiliser la béquille du mining. J'adore. Et c'est là où on se rend compte que les centrales à gaz, non seulement auraient pollué, et en plus, en finançant ERCOT, en acceptant de payer 17 milliards, ça aurait concrètement augmenté le coût de l'électricité pour la population civile. C'est pas ce qui se passe ici, là, un peu. Alors ici, on pourrait revenir, mais c'est encore un autre élément. Ouais, Mais c'est là où on se rend compte que le choix évident à la base, ça aurait été de dire je vais dans le choix de Berkshire Hathaway, je finance des centrales Oui, c'est la à gaz, facilité immédiate. je pèse 17 milliards, donc ça veut dire qu'en payant 17 milliards, je le répercute sur la personne physique, donc sur sa facture, l'électricité monte et les centrales à gaz Au polluent. début, tu te dis je m'en fous. Donc c'est perdant-perdant. Ouais. Au final, tu résous un problème où tu peux couper à n'importe quel moment, mais tu en crées deux en fait. Tu augmentes le prix de l'électricité et tu pollues. Tout ça pour résoudre un problème qui peut être coupé. Alors que dans le mining de Bitcoin, au final, tu finances la transition énergétique, tu peux être coupé au même moment et tu n'as aucun impact sur le prix énergétique. Au contraire, tu as plutôt tendance à le baisser puisque tu crées un supplément de revenus en extra capacité récurrent pour les opérateurs d'énergie renouvelable. Donc, voilà, c'est des grands enjeux qui sont assez passionnants. Et nous, le but avec Data Factory, c'est de se positionner là-dessus, mais sur l'ensemble de la chaîne de valeur. C'est-à-dire qu'on est propriétaire à la fois du terrain, de l'actif industriel. Pourquoi on y est propriétaire? Tout simplement parce qu'il y a la création de valeur. C'est ce qui nous revient au final, prix coûtant 300 000 $, vaut 600 000 et potentiellement aujourd'hui, par une valeur asymétrique, $1 million. Premier élément. Et que derrière, on peut optimiser notre business avec un business qui, dès qu'on est branché, est simple, parce qu'on revend un produit qui s'appelle de l'énergie, et qui est de l'énergie décarbonée, donc une énergie qui est vertueuse pour l'environnement. Et surtout, c'est que ce modèle-là, il y a une énorme demande, donc on n'a pas un problème en se disant est-ce qu'on va retrouver notre demande, est-ce qu'on en risque? Non, le trend, il est extrêmement positif, et il est à fort rendement. Donc c'est parfait. Donc les planètes sont alignées, donc grâce à ça, à partir du moment où tu as le proof of concept, que tu peux montrer que ça fonctionne et que tu l'as fait pour toi-même avec les erreurs et les bons côtés aussi, parce qu'il y a eu des bons côtés quand même, au bout d'un an, tout fonctionnait parfaitement, tu peux lever très fort. Et là, on a levé 25 millions et on est déjà en train de travailler sur une nouvelle levée de fonds de 60 millions. Donc ça va beaucoup plus vite que prévu. Scaler, exactement, parce qu'en fait, on a, avec 25 millions, on va lancer 40 mégawatts, mais on peut aller très vite et le but, c'est d'aller très rapidement à 240. Et donc, pour faire 240 mégawatts, il nous faut 60 millions. Et pourquoi 240 mégawatts? Parce que de par la valorisation aujourd'hui des acteurs qui sont cotés, avec 240 mégawatts en exploitation, tu vaux plus d'1 milliard. Donc, ce qui paraît totalement utopique en disant je veux faire une boîte qui va être valorisée à plus d'1 milliard, en fait, tu te rends compte que c'est plus du tout utopique que ça, parce que tu as un modèle sur lequel... En vrai, c'est pas valorisé, parce que ça vaut encore plus. Qu'est-ce qu'ils c'est vont le marché. donner? Après, le but, c'est de le coter. Donc, c'est le marché qui dit que ça vaut ça. Mais si je te dis, Marie, je veux faire une boîte à $1 million, tu vas me dire, ouais, t'es bien gentil, mais bon, ok. Ça veut dire quoi? D'accord, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Par contre, si je te dis, ça fait 3 ans que je travaille sur un concept, ce concept-là, on l'a financé sur fonds propres, on a optimisé un modèle qui nous permet d'être scalé. Ce modèle-là, on l'a fait sur fonds propres pour 5 plus 5, quasiment 10 mégawatts. Que sur ces 10 mégawatts, on s'est rendu compte que le scaler, c'était très simple parce que c'est financer des fermes de calcul, il n'y a rien de très complexe industriellement et c'est très facile à décliner une fois qu'on est partenaire et autres. Je suis investisseur banco. En tout cas, c'est même pas pour essayer d'aller chercher des bancos, c'est juste encore une fois, quelle est ma finalité? C'est je veux aller sur le Nasdaq, je veux que ça vaut $1 million. Pourquoi? Parce que je veux créer énormément de valeur dans un système vertueux. Voilà. Je veux profiter et favoriser une révolution technologique, énergétique. D'ailleurs, une révolution industrielle énergétique.
Donc à partir de là, j'ai levé 25 millions, je vais faire 40 mégawatts. En l'occurrence, pour les 40 mégawatts, la levée a été de 20 millions, puisqu'on a levé 20 plus 5. Donc cette levée, elle a été faite comment? Ça aussi, c'est intéressant, parce qu'on entend des chiffres, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Sur les 20 millions qui ont été 25, il y a eu 5 qui ont été sur un pilote, et 20 millions ont été, je schématise, mais ça, à 2 millions de dollars, c'est ça après, 10 millions de dollars sur fonds propres, c'est-à-dire qu'on a levé des fonds en equity, 10 millions de dollars en dette. Pourquoi on a fait 1 pour 1? C'est afin de pouvoir avoir des fonds propres qui sont extrêmement solides, pour pouvoir... Qui sont limités à vous, enfin qui sont à vous. En fait, et qui est notre risque. Voilà. Et le risque de nos investisseurs, et notre risque aussi, parce qu'on est nous-mêmes investisseurs dans le projet, et pouvoir lever de la dette. Pourquoi on a levé de la dette? Tout simplement parce que comme ça nous permet de moins nous diluer. Si tu lèves 20 millions en fonds propres, tu es obligé de faire une augmentation de capital. S'il y a une augmentation de capital, tu te dilues. Donc il faut lever quand même suffisamment de fonds propres pour être solide. Donc on a levé 10 millions et on a mis en tout, entre ce qu'on a levé et ce qu'on a mis, on a mis 10 millions. Et ça nous a permis de lever 1 pour 1, 10 millions en obligataire, donc 10 millions de dettes. Et pourquoi on a levé très facilement 10 millions de dettes et que là, on a en perspective d'en lever 62 plus? Tout simplement parce qu'on a des fonds propres et que les fonds propres ont pris de la valeur. Si on te dit avec ces fonds propres, tu investis dans quelque chose qui vaut 300, que tu peux revendre 1 million, ça veut dire que ton collatéral, ce qu'on appelle les fonds propres, ont fait quasiment x3. Donc ça veut dire que tu as, entre guillemets, en caisse, 10 millions de fonds propres qui sont devenus une valeur de marché de 30 millions. Donc, on est beaucoup plus enclin là à te dire que je te prête 10 millions, puisque je sais que tu as... C'est ce que j'appelais banco, mais c'est parce que je me mets à la place de l'investisseur qui... je te dis, donne-moi 10 millions, tu vas me dire, mais t'es complètement fou. Oui, voilà, il faut qu'il y ait le sens de la chose. Mais si je te dis, écoute, donne-moi 10 millions, tiens, je te prouve que j'ai 30 millions. Là. Oui. Voilà, concrètement, c'est pas dans... Donc, déjà, tu te dis, ah ouais, en fait, ça vaut le coup. Et pourquoi je vais me les donner? Encore une fois, c'est le risque-rendement. Moi, je vais te dire, je vais te les rémunérer à hauteur de 10 et jusqu'à 12% selon les tranches. Parce qu'il y a du risque. Le placement garanti n'existe pas. Hein. Donc, et même ce qu'on croit qui est garanti n'est pas garanti. Donc, il faut faire très attention avec ça. D'ailleurs, en finance, on n'a pas trop le droit de... Le risque zéro n'existe pas dans le. Même dans la la banque, finance. elle te garantit rien. Surtout pas la banque d'ailleurs. Donc, ça veut dire que tu as 10 millions de fonds propres. Ces 10 millions de fonds propres, de par la création de valeur des fonds propres, vaut 30 millions aujourd'hui sur le marché. Donc là, quand tu dis je vais aller lever de la dette, je vais aller lever 10 millions. Là, de suite, ça fait beaucoup plus de sens. C'est beaucoup plus facile à lever. Donc, c'est comme ça qu'on a levé 5 plus 20. Et le 20, c'est 10 plus 10. Donc là, pareil, dans les levées de fonds, ça veut tout rien dire. Il faut savoir qu'est-ce qu'il y a derrière les levées de fonds. Qu'est-ce que tu as présenté? Parce que c'est à des stades différents aussi. Et tout en essayant de se diluer le moins possible, parce que plus tu dilues, plus tu perds le contrôle de ta boîte. Aujourd'hui, on est extrêmement majoritaire. On a encore plus de 85% du capital de notre boîte, ce qui est quand même énorme. Et sur Citier, on était encore, avant la levée des 3,5 millions, on détenait 100% avec mon associé et cofondateur. Et sur ces 3,5 millions, ça s'est fait sur des levées à des montants déjà importants où la dilution est très faible. Donc, c'est de lever suffisamment de fonds propres pour être solide, mais ne pas en lever trop pour se diluer et perdre le contrôle. Donc, c'est là où il y a les mécaniques financières, où on a levé des fonds propres et de la dette. Donc là, une fois que je te dis j'ai 40 mégawatts, 40 mégawatts, j'ai le potentiel de faire 40 mégawatts. Donc, on est en train d'acheter les terrains. D'ailleurs, les premiers travaux ont commencé depuis maintenant 3 semaines. Le deuxième terrain, on part aux États-Unis la semaine prochaine pour aller le loquer. Et après, on déroule. C'est de l'exécution. Donc, c'est bête et méchant. Il faut suivre des process et exécuter. Et concomitamment, en fait, on est en train de lever 60 millions sur la base du pilote initial qu'on a fait et qui fonctionne, et sur la base du fait qu'on a déjà levé 25. Oui, bien sûr. C'est toujours pareil. Donc, c'est l'effet boule de neige pour le Exactement, c'est le bon effet boule de neige. Et une fois qu'on a 60 millions, on a de quoi faire 240 mégawatts. C'est mathématique. Hein. Et c'est pour ça que vous pensez aux 60. Et une fois qu'on a fait 240 mégawatts, aujourd'hui sur le marché, ça vaut plus d'1 milliard. Voilà. Je viens de te montrer en fait en 5 minutes comment créer, il y a eu 3 ans de réflexion derrière, mais comment créer une boîte qui vaut 1 milliard potentiellement, 1 milliard de dollars d'une manière très concrète et pragmatique. Si je te dis, je vais faire une boîte qui a 1 million de dollars, tu vas me dire, mais c'est n'importe quoi. Oui, maintenant, une fois que je t'explique, je découpe les étapes, tu te rends compte que c'est possible. Et je n'ai pas dit que c'était simple, mais c'est possible. Et maintenant, il ne reste plus qu'à régler tous les problèmes qu'il y aura tout au long du parcours.